Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous discutons de la relation Afrique-Europe avec le directeur général de l'ARSP de la République démocratique du Congo, M. Miguel Kachal-Katambe, et avec l'eurodéputé M. Charles Goerens. Bonjour. 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 Bonjour, merci. Alors, M. Miguel Kachal-Katambe, vous êtes une personnalité politique et aussi un homme d'affaires ayant une maîtrise en management. Et votre expertise va au-delà des frontières de la République démocratique du Congo, car vous avez entrepris en Afrique, en Zambie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, la partie anglophone aussi de l'Afrique. Vous êtes présenté aujourd'hui comme un pur produit du secteur privé. Et vous avez été aussi ancien ministre des Infrastructures également. Aujourd'hui, avec presque 10 ans d'expérience dans la gestion et la responsabilité de l'État, vous êtes présenté comme le gendarme de la sous-traitance de la RDC. À ce qui paraît, est-ce que je peux dire que vous donnez des cauchemars aux multinationales? Monsieur Kachal, pouvez-vous nous présenter l'ARSP? Merci beaucoup, madame. L'ARSP, dont nous avons l'honneur de diriger aujourd'hui. L'ARSP, c'est l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, qui a été créée premièrement au travers la loi numéro 17001, fixant les règles applicables à la sous-traitance en République démocratique du Congo, avec pour mission de promouvoir la classe moyenne congolaise et protéger la main-d'œuvre locale et l'expertise locale en République démocratique du Congo. Et en matière du contenu local, l'ARSP entend concevoir la mise en œuvre de la politique nationale et des politiques sectorielles du contenu local, conformément à l'article 5 du décret de 2020 créant l'ARSP, qui est l'autorité, bien sûr, de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Merci. Alors, Monsieur Charles Goerens, vous avez plus d'une quarantaine d'années dans la gestion et la responsabilité de l'État. Vous avez été élu dès 1979 au Parlement luxembourgeois et vous avez été président de l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale, avant de revenir en 1989 au Parlement luxembourgeois. Dès 1999, vous avez exercé la fonction de ministre au ministère de l'aide au développement et de l'action humanitaire, au ministère de la Défense et au ministère de l'Environnement. Vous êtes un homme d'État. Vous avez été élu au Parlement européen en 1994, 1994 pour les Français, en 2009, en 2014, en 2019 et encore récemment. Vous êtes le vice-président de la commission AFCO, coordinateur Renew Europe de la commission DEV et membre suppléant de la commission Agri. J'espère que je vous ai bien présenté, M. Kachal-Katambe, M. Goerens. M. Goerens, quelle est la politique de l'Union européenne par rapport au développement de la chaîne des valeurs en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, sachant que la Chine et d'autres puissances émergentes cherchent à s'installer? Alors notre politique diffère par rapport à la politique de la Chine et d'autres puissances en Afrique à travers le partenariat dont nous faisons un principe élémentaire dans nos relations avec l'Afrique, que ce soit au niveau politique, au niveau de la coopération économique ou sur le plan du développement. Ce que je disais à propos de l'Afrique récemment, je dirais aussi à propos du Congo. La Chine est présente au Congo, les Américains sont présents au Congo, l'Europe est présente au Congo. Ça ne veut pas dire que le Congo appartient à la Chine, aux États-Unis ou à l'Europe. Le Congo appartient aux Congolais. C'est le principe élémentaire que j'ai toujours appliqué dans mes relations avec l'Afrique. On est à l'écoute de l'Afrique, on essaye de percevoir ce que l'Afrique veut au plan économique, au plan politique, quelle est la nature de ces relations. C'est à elle de le définir, c'est à elle de prendre son destin en main. Et nous pouvons l'assister dans ce développement
tout comme l'Afrique peut être très utile dans le dialogue avec l'Union européenne pour ce qui concerne notre propre développement. Nous sommes très complémentaires, nous avons des expertises à partager, nous avons des enseignements à partager, pas de leçons à donner, et nous avons aussi des enseignements à recevoir de la part de l'Afrique. Donc pour moi, c'est ça la base d'un partenariat. Et j'ai l'impression que malgré tous les reproches qu'on puisse faire à l'Union européenne, que la plupart des acteurs que je connais personnellement, que ce soit à la Commission ou au Parlement, se comportent de façon conforme aux principes que je viens d'énoncer. Monsieur Kachal Katem, quel rôle peut jouer l'ARSP dans le cadre de la relation RDC-Union européenne, surtout dans le cadre des investissements directs européens en RDC au regard des activités de la sous-traitance? Merci beaucoup. Le rôle que peut jouer l'ARSP, premièrement, c'est conformément d'abord à sa mission, qui est celle de pouvoir développer la chaîne des valeurs, développer l'expertise nationale, l'expertise locale, la réduction de la pauvreté. Les investissements européens sont les bienvenus en République démocratique du Congo et le rôle que peut jouer l'ARSP, c'est au travers de ces investissements, capter le développement d'une chaîne des valeurs qui sera profitable des part et d'autre, donc qui va profiter et aux Européens et aussi aux Congolais. Donc au travers ces partenariats gagnant-gagnant, comme vous le savez, la loi sur la sous-traitance, c'est une loi qui parle d'un partenariat de 51% pour les nationaux et 49% pour les expatriés. Ça donne cette possibilité d'échange d'expertise, de collaborer ensemble et de pouvoir développer la chaîne des valeurs ensemble. Justement, M. Goerens, quel est votre avis par rapport à ce que M. Kachal Katem soulève en termes du partenariat gagnant-gagnant? Comment passer du stade des promesses à la concrétisation? Je crois que nous avons de part et d'autre besoin d'acteurs fiables, d'acteurs qui sont pleinement ancrés dans leur niveau de connaissance et dans un cadre législatif, dans un environnement économique, politique et social digne de ce nom. Donc de ce point de vue, nous avons intérêt à ce que nos partenaires soient bien structurés, notamment au niveau économique. Nous avons peut-être une autre approche, mais enfin, il y a beaucoup de ressemblances également. Nous avons établi des règles qui limitent la liberté d'action des entreprises pour être conformes au bien commun. Et c'est ce que nous essayons aussi de faire valoir dans nos rapports avec nos partenaires. Nous n'acceptons pas, même si nous n'imposons rien à personne, nous n'acceptons pas tous les partenariats. Donc pour moi, M. Kachal est un interlocuteur intéressant dans la mesure où il contribue à structurer un pays au plan économique qui en a cruellement besoin et dont l'Europe et tous les autres acteurs partenaires de l'Afrique ont également besoin pour développer leurs relations et qui soient de nature à enrichir les deux personnes, qui soient dans l'avantage des deux. Monsieur Kachal Katem, quelles sont les avancées et les résultats concrets de l'ARSP à ce jour dans la mise en œuvre de la loi sur la sous-traitance? Quels sont les bénéfices que les sous-traitants congolais ont obtenus des actions de l'ARSP depuis que vous êtes à la tête de la structure? Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'avancées. Beaucoup d'avancées grâce à la volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son avènement à la tête du pays, a voulu développer les secteurs de l'entrepreneuriat où la plupart des nationaux étaient vraiment absents, surtout la jeunesse, comme vous le savez. Le Congo, qui a 100 millions d'habitants et dont 65% de la population est jeune, il a voulu assez que notre jeunesse puisse être une jeunesse créateur d'emplois et non pas une jeunesse demandeur d'emploi. Parce que avec tout ce que nous avons comme potentialité, nous avons des ressources naturelles dont la population peut capter, en tirer le bénéfice au travers de la chaîne des valeurs. C'est ainsi qu'il a redynamisé l'ARSP en 2022, en octobre 2022. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé que sur l'étendue du territoire national,
il y avait peu d'entreprises sous-traitantes sous le territoire national. Les sociétés sous-traitantes en République démocratique du Congo, ils deviennent sous-traitants au travers les attestations que l'ARSP délivre. Et nous avons trouvé que sur toute l'étendue du territoire national, il n'y avait que 3500 attestations, ça veut dire 3500 sociétés sous-traitantes légalement constituées. Et aujourd'hui, nous avons presque triplé le nombre au travers d'abord la vulgarisation, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la loi sur la sous-traitance, bien que c'est une loi qui a existé depuis 2017, mais elle avait vraiment difficile à être mise en place parce qu'il y avait certains opérateurs économiques ou certaines sociétés principales qui avaient du mal à appliquer cette loi. Pourquoi? Parce que certaines sociétés principales étaient eux-mêmes sous-traitantes. Donc, ce qui était un peu difficile, c'est que les nationaux ou les entreprises sous-traitantes congolaises ou à capitaux majoritairement congolais puissent pouvoir en bénéficier ou en bénéficier des avantages de cette loi. Donc, nous sommes passés par la vulgarisation. La vulgarisation afin de pouvoir informer la population les avantages de cette volonté politique, et aussi en mettant toutes les parties prenantes ensemble. Les parties prenantes ensemble, ça veut dire les sociétés principales qui sont aussi regroupées dans une corporation, la FEC, qui est le patronat, qui est la Fédération des entreprises du Congo. Et aussi, il y a d'autres corporations où il y a d'autres entrepreneurs, d'autres sous-traitants aussi. Donc nous avons mis tout le monde ensemble afin de pouvoir expliquer et faire en sorte que les entreprises principales travaillent ensemble avec les nationaux. Et aussi, nous avons trouvé que le milieu était verrouillé. Il fallait non seulement se limiter au niveau de la vulgarisation, mais il fallait passer par des contrôles pour voir et faire l'état des lieux, savoir la participation des entreprises à capitaux majoritairement congolais était à quel niveau, à quel pourcentage. Et ça devrait nous permettre d'avoir une feuille de route et avoir une vision claire de ce que nous devrions faire. Donc à ce stade, je peux dire que nous avons triplé et même la participation des entreprises à capitaux majoritairement congolais à la chaîne des valeurs congolaises aujourd'hui a aussi amélioré. Je peux vous dire que lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé que sur toute l'étendue du territoire national, le marché octroyé aux sociétés sous-traitantes congolaises, c'était un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars sur toute l'étendue du territoire national, ce qui était vraiment un contraste. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur les évaluations des marchés obtenus par les nationaux et par les entreprises à capitaux majoritairement congolaises. Donc nous sommes à plus ou moins 1,6 milliard. Donc je pense que nous sommes en pleine évaluation et je pense que d'ici là, nous allons publier ces chiffres. Mais pour nous, être déjà au niveau de 1,6 milliard de dollars captés dans le pays, c'est déjà des avancées parce que ce sont des chiffres qui restent dans le pays, qui réduisent la pauvreté dans le pays parce que avant, c'était des chiffres qui s'évaporaient dans le pays, qui échappaient même à l'administration fiscale du pays. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons décrié qu'il y avait 8 milliards de dollars qui s'évaporaient dans le pays au travers des sociétés sous-traitantes étrangères. Il y avait certaines sociétés qui signaient déjà des contrats avec des sous-traitants à l'extérieur du pays et qui ne venaient qu'exécuter dans le pays. Ce qui ne favorisait pas le développement de l'expertise nationale et cela ne favorisait pas aussi la main-d'œuvre locale et l'expertise nationale dont nous sommes en train de promouvoir conformément à notre mission. À ce stade, il y a quand même des avancées en termes même des statistiques, en termes même des chiffres, donc de 300 millions de dollars. Et aujourd'hui, nous sommes à 1,6 milliard, bien qu'on n'ait pas encore arrivé
à capter tous les 8 milliards de dollars, mais c'est vraiment des avancées. Tous ces chiffres que je viens de citer, c'est sous des contrats. Or, lorsque nous sommes arrivés, on a trouvé que la plupart des marchés que les entreprises étaient en train d'avoir auprès des sociétés principales, ce n'était que sous des bons de commande. Or, vous savez que le bon de commande n'est pas bancarisé, n'est pas bancable. Pourquoi? Parce que les banques préfèrent appuyer ou soutenir un contrat qu'un bon de commande, parce qu'un bon de commande n'a pas trop de certitude. Tandis qu'un contrat d'une année, de 2 ans ou de 3 ans, ça donne à la banque une certaine visibilité et ça donne aussi une certaine visibilité aux sous-traitants ou à la société sous-traitante de pouvoir faire un planning de livraison et ça permet aussi à la banque de pouvoir faire un planning de financement pour permettre à l'entreprise de pouvoir très bien prester vis-à-vis de la société principale. Vous avez parlé de quelques obstacles comme la corruption, les sociétés fictives. Aujourd'hui, quels sont encore les obstacles et les défis que vous rencontrez pour la mise en application de la loi? Vous avez encore des... Comme vous le savez, je dirais que c'est la vie humaine. Il y a toujours des avancées, il y a aussi des défis à relever. Je pourrais dire que le premier défi, c'était cette méfiance des sociétés principales à faire confiance aux entreprises locales. Et je pense que c'est en train d'avancer parce qu'aujourd'hui, si nous voyons les statistiques de 2022 et aujourd'hui en 2024, il y a un changement. Quel est ce changement? On a plus de contrats que de bons de commande. Okay. Ça montre déjà que cette méfiance est en train de disparaître petit à petit. Et à ne pas aussi oublier que c'est une matière économique. En matière économique, il faut y aller très lentement, tout en tenant compte aussi du climat des affaires. Comme vous le savez, le président de la République a créé tout un département du climat des affaires pour assurer et rassurer les investisseurs donc, sur un bon climat des affaires. Donc nous tenons compte de tout ça. Donc aujourd'hui, je dirais que cette méfiance est en train de disparaître. Il y a plus un climat de confiance qui est en train de s'installer et au fur et à mesure, la population va pouvoir en bénéficier totalement sur toute l'étendue du territoire national. À ne pas aussi oublier que nous avons fait la vulgarisation presque sur toute l'étendue du territoire national, mais les chiffres dont je viens d'évoquer le 1,6 milliard. Donc on pouvait mieux le faire si on parvenait aussi à mettre dans la chaîne des valeurs certaines provinces de la République démocratique du Congo. Or, aujourd'hui, comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a une armée étrangère qui est là. Ce n'est pas un secret. Le groupe armé, l'armée rwandaise qui est à l'est du Congo en train de faire toutes ces atrocités et ça ne permet pas à ce que cette province puisse entrer dans la chaîne des valeurs ou le développement de la chaîne des valeurs à cette province. On va y revenir. Quelle est la vision européenne sur le contenu local? Eh bien, ce que vient de dire M. Cachal est très prometteur. Je trouve là, à travers vos propos, la volonté de prendre les choses en main, de réguler là où c'est possible, même si au départ c'est difficile. D'ailleurs, vos résultats économiques vous donnent partiellement raison. La croissance économique au Congo est supérieure à beaucoup de pays africains, notamment dans cette région. Donc c'est un bon début. En fait, nous devons faire face à des défis communs. Vous voulez vous intégrer dans l'économie mondiale, tout en développant l'économie nationale et l'économie globale. Dans l'Union européenne, c'est pareil. Même si c'est à des niveaux peu comparables, vous convergez, en fait, nous convergeons dans nos finalités vers les mêmes principes. Alors,
Ce que nous pouvons faire pour accompagner votre mouvement, c'est peut-être ça qui vous intéresse aussi, en tant qu'Union européenne. Nous avons des instruments, nous avons un dialogue politique, nous avons un instrument de financement des infrastructures qui peuvent aussi structurer, de façon complémentaire à ce que vous faites, l'économie africaine. Nous avons le Global Gateway, qui est une démarche qui consiste à rassembler des capitaux pour améliorer la connectivité dans le cadre de partenariats que nous menons avec des pays africains, une connectivité dans le secteur énergique, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur informatique. Donc là, l'Union européenne peut vous offrir des choses et c'est en train de se faire. D'ailleurs aussi, selon mes récentes informations, le Global Gateway est aussi présent au Congo. C'est très bien. Deuxièmement, et ça me paraît très important par rapport aux autres acteurs européens, les Européens sont des acteurs en Afrique, mais d'autres sont présents aussi, disais-je, la Chine notamment, et d'autres. L'Union européenne elle-même a introduit dans sa législation des principes d'action qui sont de nature à vous protéger. Nous avons décidé notamment le principe du devoir de vigilance, Due Diligence Act, qui vient d'entrer en vigueur. C'est une démarche qui est de nature à protéger les intérêts des plus faibles chez vous, notamment des enfants, des femmes, et notamment des personnes qui vivent dans des régions où l'État congolais est moins présent que dans la partie occidentale de votre pays. Donc je crois que ça, vous voyez un peu, notre démarche est cohérente. Vous pouvez vous en dire ce que vous jugez opportun de dire à propos de notre démarche. Moi, je crois, pour avoir œuvré à développer cette démarche, je crois qu'elle est cohérente et je crois qu'elle est dans l'intérêt de votre pays. Donc prenez les choses en main. Nous sommes là pour vous accompagner. Au niveau de l'organisation globale du Congo, nous sommes aussi en train de travailler sur un chantier institutionnel. L'Union européenne n'est pas un projet fini. Donc nous avons au niveau de la gouvernance des enseignements et des expériences à partager. Donc je crois qu'il faut échanger davantage. Un dernier point, votre volonté est manifeste dans ce que vous venez d'exposer de valoriser les richesses sur place. Mais faites-le, c'est dans votre intérêt et c'est aussi dans notre intérêt de vous accompagner sur ce chemin. Et même si la richesse reste sur place, tous les autres acteurs qui seront présents auront aussi une part à gagner dans ce processus. Donc, je crois que toutes les conditions sont réunies, du moins au niveau des principes, pour développer davantage le partenariat euro-africain. Donc, la prise en main de votre propre destin, c'est absolument essentiel. La lutte contre la corruption, nous aussi, nous avons un impératif de lutte contre la corruption qui est inscrit pratiquement dans tous les textes de base, même dans les traités. La corruption, c'est un cancer qui ronge pratiquement toutes les sociétés, et toutes les sociétés doivent se prémunir de principes et de moyens d'action pour lutter contre. Voilà, ce qui importe, c'est pas seulement le niveau de développement actuel, mais c'est dans la tendance. Donc je crois que s'il y avait plus de cachal dans nos pays partenaires, on pourrait avancer plus rapidement. Un dernier point, nous parlons de résultats. Ces résultats sont bien entendu le fruit d'une évaluation. L'évaluation fait partie d'un cycle de projet ou d'un cycle de programme ou d'un cycle de développement. Elle arrive en dernier lieu pour s'exprimer, pour commenter la bonité d'un projet, pour le bien fondé d'une démarche, mais en fait, pour faire une bonne évaluation, il faut que les principes soient ancrés dans un projet dès le début. C'est essentiel pour juger de la durabilité, de l'engagement des moyens. Il faut que les moyens soient appliqués de façon efficiente. Et il faut que le résultat soit efficace et surtout, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Peut-être un tout dernier mot sur les secteurs à développer, du moins tels que je le connais à travers ma lecture de l'Afrique. Vous avez les mêmes défis sanitaires que nous, en plus des défis spécifiques que vous rencontrez chez vous. Vous avez intérêt à développer le secteur de la santé,
Nous avons des enseignements à partager. On voit dès lors qu'il y a une pandémie, tout le monde crie vaccin, vaccin, vaccin. Mais produisez les vaccins vous-même et essayez de développer des coopérations avec les milieux scientifiques européens pour que les vaccins soient développés là où ils doivent finalement être administrés. Et on voit à travers les pandémies qui ont eu lieu, que ce soit Ebola ou d'autres, que là où il y a une bonne infrastructure, ce à quoi s'apprête notamment le Global Gateway, là aussi les dégâts sont limités. Donc nous avons tout intérêt à poursuivre une lecture commune de nos défis. C'est votre défi et aussi le nôtre. On ne peut pas rester indifférent au sort des autres parce que finalement nous sommes tous dans le même bateau et les récentes crises nous l'ont montré. Monsieur Goerens, Monsieur Cashel évoquait la guerre en RDC. Donc voilà. Quelle est la politique de l'Union européenne par rapport aux chaînes d'approvisionnement des minéraux issus de la guerre Donner une chance aux nouvelles législations, notamment sur le reporting et aussi sur le devoir de vigilance. Il faut que les matières premières soient exploitées de façon correcte, susceptibles de respecter les principes élémentaires et les règles telles qu'inscrites dans le Bureau international du travail. Donc ce sont des principes qui sont ancrés dans des conventions dont j'espère que le Congo les a signées et qu'avec notre aide, ils puissent l'appliquer. Donc ça, c'est un point. L'autre point auquel vous avez fait référence, la guerre qui sévit dans la partie orientale du Congo, ça reste un casse-tête permanent. Ce que nous pouvons faire, c'est être à vos côtés avec des moyens diplomatiques, moins qu'avec des moyens militaires, des moyens financiers pour appuyer notamment tous ceux qui sont de bonne volonté et qui essayent de remédier à cette situation, que ce soit les Nations Unies ou des locaux. Il y a des personnes quand même extraordinaires qui essayent de faire régner un peu d'humanité dans cette région. Tout cela, nous les appuyons au niveau de la Commission et aussi au niveau du Parlement européen. Quant au résultat, moi, je suis le premier à être frustré de la maigre récolte que nous constatons depuis que tous ces efforts ont été déployés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Mais je dirais davantage. Donc, il faut une meilleure diplomatie, meilleure coopération entre nous. Et voilà, ça doit être une des pièces centrales du futur dialogue UE-Afrique. Monsieur Cashel Katem, l'économie congolaise est aujourd'hui entre les mains des Chinois, des Indo-Pakistanais et des Libanais. Quelles sont les mesures prises par l'État congolais pour remédier à cette injustice? Parce que une bonne partie de la jeunesse congolaise, parce que la jeunesse africaine, c'est l'avenir du monde. Évidemment. Une bonne partie est indignée. Quand je parle de la jeunesse congolaise, j'inclus aussi la diaspora et les afro-descendants qui sont toujours attachés au pays. Merci beaucoup. Premièrement, je dirais que l'économie congolaise n'est pas aux mains des Indo-Pakistanais ou des Chinois parce que, comme vous le savez, le Congo est ouvert au monde. D'ailleurs, M. Goerens venait de le dire. Donc, il y a tous les investisseurs du monde qui investissent au Congo. Comme vous le savez, le président de la République a déployé beaucoup d'efforts diplomatiques pour ouvrir le Congo au monde entier et l'ouvrir à tous les investisseurs. Nous avons tous les investisseurs au pays. Certes, il y a les Indo-Pakistanais. Nous avons les Européens qui ont investi aussi en République démocratique du Congo. En l'instar, par exemple, le groupe Castel, ce sont des Européens. Nous avons le groupe Heineken, ce sont les Européens. Nous avons le groupe Glencore, ce sont les Canadiens. Nous avons le groupe Ivanhoe, qui est canadien-américain. Donc, nous avons tout le monde. Le Congo est ouvert à tout le monde. Et nous avons aussi des Congolais qui sont eux-mêmes des investisseurs en République démocratique du Congo. Mais l'objectif du président de la République est que
qu'il y ait beaucoup plus d'investisseurs congolais dans le pays. C'est la raison même pour laquelle la loi sur la sous-traitance a été créée et c'est la raison pour laquelle le président de la République aujourd'hui suit de plus près les secteurs de la sous-traitance parce que c'est un secteur clé qui développe la classe moyenne et qui a de l'impact direct dans la population locale et qui va permettre sur le court terme, le moyen terme et le long terme à développer l'économie congolaise et à diversifier l'économie. Comme vous le savez, et lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, on parle souvent des mines, mais l'objectif principal du président de la République était à ce que, certes, nous avons les mines, mais il fallait diversifier l'économie congolaise dans d'autres secteurs. Raison pour laquelle vous voyez que dans les secteurs de la sous-traitance, nous intervenons dans tous les secteurs de la vie économique. Nous avons les sous-traitants dans les secteurs des mines, nous avons les sous-traitants dans les secteurs des infrastructures, dans les secteurs des brassicoles, dans les secteurs de la technologie. Donc l'objectif, c'est de pouvoir diversifier l'économie dans tous les secteurs. Certes, le pays reste ouvert à tous les investisseurs, y compris les Congolais eux-mêmes qui sont les investisseurs dans leur propre pays. Monsieur Goerens, justement, quel est votre avis sur la question? Nous avons récemment, vous avez échangé avec des jeunes entrepreneurs afro-européens. Il y a ce phénomène des ripats, des retournants, et ces jeunes anciens résidents européens qui repartent au pays pour se lancer dans les affaires. Donc, quel est votre avis par rapport aux déclarations de M. Kachal Katem? Il faut que leur pays d'origine reste un pôle d'attraction, et je crois que c'est ce à quoi vous vous efforcez. Moi, si j'étais encore jeune, je me posais la question de savoir si je n'irais pas faire ma vie en Afrique. C'est un continent qui est plein d'avenir, qui est en train de se structurer, et parmi tous les éléments structurants, nous venons d'en rappeler un, c'est votre tâche, donc en fait, comparable à des administrations similaires en Europe. Vous êtes un peu vous assurez le développement des classes moyennes. Voilà. Sinon, les classes moyennes sont le parent pauvre de sociétés mères. Donc ça, c'est un élément structurant. Je crois qu'il en faut d'autres. L'Europe n'aurait pas cette avance s'il n'y avait pas eu d'autres éléments structurants. Je pense notamment à la sécurité sociale. Moi, si j'étais africain et qu'une société étrangère viendrait investir chez moi, je dirais, mais écoutez, je vous impose l'obligation de payer des cotisations sociales pour assurer le risque vieillesse et le risque maladie. Je crois que on peut le lancer par décret. Ça permettrait à la fois de résoudre le problème des personnes qui tombent malades ou qui deviennent vieilles, qui n'ont pas la moindre protection. Et d'un autre côté, ce serait un rabot pour faire en sorte que l'Afrique n'ait pas le même développement que l'Amérique latine. Donc un très faible nombre de personnes extrêmement riches qui s'accaparent de toutes les richesses du pays et puis la grande masse qui n'a rien à se mettre sous les dents. Notre système d'économie de marché, c'est un autre enseignement que j'aimerais partager avec vous. Économie sociale de marché, et j'ajouterai écologique de marché, nous a permis d'atteindre le développement que vous connaissez aujourd'hui. On est loin d'être parfait, mais en tout cas, je crois qu'on a fait moins de bêtises que si on n'avait pas eu ces éléments structurants. Un dernier élément structurant, c'est une fiscalité qui permet aussi de faire une certaine justice sociale. C'est pour vous dire que, permettez-moi cet envolé philosophique, l'économie n'est pas une fin en soi, l'économie est la servante de nos sociétés. Nous devons l'encadrer, nous devons faire en sorte qu'elle puisse se développer, dans un cadre lui permettant de s'intégrer dans l'économie mondiale. Et dans ma fonction de parlementaire européen, pour ce qui a trait au Global Gateway, j'essaie ensemble avec d'autres collègues de la Commission de développement de faire en sorte que toutes les actions lancées et implémentées par le Global Gateway en Afrique gardent toujours un lien avec le développement humain. Ça me paraît absolument essentiel. Alors, je crois que ce sont des éléments qui sont partagés par nos interlocuteurs africains
Et cette base commune est très salutaire. Monsieur Kachal Katem, quelles sont les garanties de transparence que l'État congolais donne par rapport au contrôle que l'ASP exerce dans les entreprises principales par rapport aux activités de sous-traitance? Quelles sont les mesures qui sont prises pour prévenir la corruption et les abus dans ce secteur? Nous avons instauré un système de contrôle très efficace. Nous avons aussi mis en place un système pour contrôler. Et aussi, à ce qui concerne la transparence, aujourd'hui, tous les appels d'offres des sociétés principales sont publiés, sont rendus publics. C'est pour permettre à toute la population entrepreneuriale de pouvoir accéder à l'information. Parce que qui dit marché, c'est l'appel d'offres. Et pour accéder à soumissionner à un appel d'offres, les entrepreneurs puissent avoir accès à cette information. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est par exemple ici en Europe, quelqu'un qui est en Afrique, qui est aux États-Unis, peut entrer dans le site de l'ARSP, qui est le site de l'État, et voir tous les appels d'offres de toutes les sociétés principales en République démocratique du Congo, et il peut tenter sa chance de pouvoir soumissionner. Et ça, nous pensons que c'est pour nous une manière de pouvoir réguler d'une manière transparente entre les sociétés principales et les sociétés sous-traitantes. Okay. Et comment réagissez-vous aux critiques des sous-traitants congolais, diaspora comme locaux, qui disent qu'ils n'accèdent pas au marché, qui se plaignent des tracasseries administratives, qui regrettent ou qui ont une crainte d'aller investir au Congo par rapport à certaines personnes qui critiquent sur le réseau social en dénonçant la corruption, le trop de commissions. Voilà. Comment vous réagissez par rapport à tous ces mécontents, déçus et qui n'accèdent pas au marché? C'est une mauvaise campagne, peut-être médiatique, contre la RDC, mon pays. Et deuxièmement, je dirais que aujourd'hui, je venais de le dire, qu'il y a beaucoup plus de transparence dans l'octroi des marchés de la sous-traitance. Il y a les appels d'offres qui sont publiés et aussi nous avons numérisé les systèmes d'octroi des attestations. Donc, vous pouvez être en Europe, vous pouvez être en Afrique, partout où vous vous retrouvez. Vous pouvez introduire votre dossier en ligne et vous aurez le numéro de votre dossier en ligne et vous pouvez avoir votre attestation ARSP en ligne. Ok. Quels sont les rapports que l'ARSP entretient avec les parties prenantes aux activités de la sous-traitance, l'État, les banques, les entreprises principales, les multinationales? Quels sont les rapports? Comme je venais de dire, c'est de mettre toutes les parties prenantes ensemble, conformément à notre mission, développer la classe moyenne au travers le marché de la sous-traitance, mettre aussi les parties prenantes ensemble. La méfiance qui a existé avant entre les sociétés principales et les sociétés sous-traitantes est en train de disparaître parce qu'on a plus de contrats qu'on en avait avant. Donc avant, on avait des bons de commande. Aujourd'hui, nous avons des contrats en République démocratique du Congo entre les sociétés principales et les sociétés sous-traitantes. Donc ça montre que il y a des avancées. Il y a aussi cette bonne relation entre les sociétés principales et les sociétés sous-traitantes. Mais certes, conformément aussi à notre mission, il y a toujours les évaluations. Le sous-traitant aussi, nous devons les évaluer par rapport à leurs prestations vis-à-vis des sociétés principales et aussi évaluer les sociétés principales par rapport à leur octroi, les conditions d'octroi des marchés, parce que le contrat, c'est le parti d'obligation des deux parties. Une dernière question, et on va laisser M. Goerens conclure. Quelles sont les perspectives à court terme, moyen terme et long terme? Comment vous envisagez une éventuelle collaboration avec l'Union européenne sur les questions liées à votre mission et au contenu local? À court terme, aujourd'hui, c'est le contrat que les sous-traitants sont en train de gagner. Ça développe cette classe moyenne. Et aussi, à moyen terme, c'est que ces entrepreneurs ou ces entreprises ne resteront pas des sous-traitants éternels.
L'objectif est que ces entreprises puissent croître et devenir un jour des sociétés principales aussi dans le pays, au travers des partenariats. Et d'ailleurs, ce que nous avons fait, c'est de voir, parce que les évaluations des contrats, nous sommes en train de voir, par exemple, dans la fourniture des biens, qu'est-ce qui est beaucoup plus fourni et dans quel secteur, pour pouvoir pousser les entrepreneurs congolais à avoir des partenariats avec des usines étrangères. Et l'objectif, c'est amener ces usines sur le sol congolais en partenariat avec les nationaux. Et ça, c'est une vision à long terme. Et c'est d'ailleurs, je pourrais dire, la vision chère du président de la République, qui est celle de diversifier l'économie. Diversifier l'économie, ce n'est pas faire en sorte que les nationaux ou les entreprises à capitaux majoritairement congolais restent des sous-traitants éternels. L'objectif est qu'ils deviennent aussi des entreprises principales. Certes, ça commence par la sous-traitance et ça va terminer par à être des sociétés ou des entreprises principales au travers des partenariats gagnant-gagnant. Justement, quel est votre dernier message aujourd'hui à M. Goerens pour aujourd'hui? Mon dernier message, d'abord, entre dans la question que vous venez de poser, la relation entre le Congo et l'Union européenne au travers la chaîne des valeurs. Donc, comme vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert le pays au monde entier. Et d'ailleurs, il y a eu même une feuille de route qui était signée entre le gouvernement congolais au travers le ministère des Mines et l'Union européenne. Donc, ce qui fait que derrière, je pourrais dire, ces partenariats, c'est de pouvoir développer la chaîne des valeurs au travers des investissements européens qui seront captés en République démocratique du Congo sous des partenariats gagnant-gagnant. Et personnellement, je félicite M. Goerens et je pense que nous restons ouverts pour des échanges qui vont servir au développement de la classe moyenne, de la diaspora, des Européens ainsi que des Congolais sous des partenariats durables et des partenariats gagnant-gagnant. Donc nos portes restent grandement ouvertes. Comme je venais de le dire, le président de la République a déjà fait son travail d'ouvrir le pays et nous ne sommes qu'en train de suivre ces chemins ouverts par le président de la République. Monsieur Goerens, vous avez fait, comme je l'ai dit à l'introduction, plusieurs mandats au sein des institutions européennes. Qu'est-ce que vous pouvez conclure et promettre à M. Kachal Katem par rapport à toute son intervention? Oui. Alors j'ai d'abord une folle envie de poursuivre le dialogue. Cet échange a été extrêmement utile. Au-delà de cet échange télévisé, on peut faire répéter l'expérience. Il y a beaucoup de moyens de le faire. Je crois qu'il faut un dialogue très franc, en faisant un inventaire permanent des forces, des faiblesses, des risques éventuels, mais aussi des chances qui sont réelles sur le territoire africain. Vous avez dit un mot qui m'a fait tiquer. Vous avez parlé de diversification de votre économie. C'est en fait la réponse à vos besoins. Et les besoins sont gigantesques. Besoins en matière d'alimentation, donc agriculture, énergie, développement des richesses sur place. Vous avez pratiquement tout ce qu'il faut. Vous avez les matières premières, vous avez l'intelligence, vous avez la jeunesse, vous avez donc toutes les dynamiques permettant de réaliser un changement spectaculaire. Donc, et dans la mesure où l'Europe peut être utile dans ce développement, on ne demande pas de mieux que de faire et de poursuivre cette coopération. Donc, essayons de mutualiser nos efforts à travers une lecture commune et une action commune qui donne suite aux enseignements que nous tirons de notre lecture commune. Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange constructif et à très bientôt.